Le terme du syndrome aortique aigu désigne un groupe d'affections responsables d'un ensemble commun de symptômes dont le principal est la douleur aortique aiguë, survenant en moins de 2 semaines. Diverses pathologies peuvent être responsables de cette présentation, mais le terme est venu pour englober spécifiquement la dissection aortique, l'hématome intramural et l'ulcère pénétrant aortique. Ces 3 entités sont interdépendantes puisque l'ulcère pénétrant aortique et l'hématome intramural peuvent évoluer vers une dissection aortique, d'où la nécessité d'une prise en charge rapide. Ces 3 entités sont classées en fonction de leur localisation au niveau de l'arc thoracique. Les 2 systèmes les plus couramment utilisés sont le système de Stanford et le système de Debaquet. Selon le système de Stanford, le type A implique l'aorte ascendante, alors que le type B ne concerne que l'aorte distale par rapport à l'artère sous-clavière gauche. Nous allons commencer par l'urgence aortique la plus courante, qui est la dissection aortique aiguë. Cliniquement, elle se manifeste par une douleur thoracique, qui est le symptôme majeur. C'est une douleur maximale se manifestant au début des symptômes, à la différence de la douleur crescendo de l'IDM. Elle est fréquemment antérieure dans le type A et dorsale ou abdominale dans le type B. La syncope est souvent associée à des complications mortelles, telles que l'extension de la dissection vers les vaisseaux sus-aortiques ou la tamponade, et les signes neurologiques peuvent être mortels et ils peuvent dominer le tableau clinique. Sur le plan biologique, les dédimères augmentent immédiatement dans la dissection aortique, à la différence des autres troubles où le taux de dédimères augmente progressivement. Dans plusieurs études, il a été démontré que la sensibilité des dédimères était de 90 à 100% pour une valeur seuil de 0,5 microgrammes par millilitre pour la majorité des études. En 2006, Weber et ses collaborateurs ont démontré que les dédimères avaient également une valeur pronostique puisqu'elles étaient plus élevées chez les patients décédés que chez les patients survivants. Deuxième paramètre biologique, c'est la chaîne lourde de la myosine de muscle lisse qui est libérée par la couche médiale endommagée. Elle a une sensibilité de 90% pour une valeur seuil de 2,5 microgrammes par litre et de 70% pour des valeurs seuil de 5 et 10 microgrammes par litre. Elle est plus sensible chez les patients présentant des lésions proximales et moins sensible chez les patients se présentant à un stade tardif de la maladie. Troisième paramètre biologique, c'est les fragments solubles de l'élastine. En effet, l'élastine, c'est l'un des composants principaux de la couche médiale aortique. Et lors de la dissection aortique, il se produit une dégradation de l'élastine et libération des fragments libres au niveau de la circulation sanguine. Dans une étude de Shinora et ses collaborateurs, il a été démontré que chez les patients présentant une dissection aortique avec une fausse lumière ouverte ou partiellement ouverte, le taux de SELAF était positif chez 90% des patients, alors qu'il était négatif chez les patients ayant une fausse lumière fermée. De ce fait, on ne peut pas exclure le diagnostic de dissection aortique devant un taux de SELAF qui est négatif. Une autre limite pour ce paramètre, c'est le temps de réalisation qui est un petit peu lent, à peu près de 3 heures. Concernant l'imagerie, les 4 tests diagnostiques, le TO, le scanner, l'IRM et l'angiographie ont presque la même sensibilité. Puisque la dissection aortique est une urgence, le test diagnostic initial doit être rapidement disponible et réalisable aux urgences ou aux lits des patients. Le scanner et le TO répondent à ces critères. Lorsque le scanner est réalisé en première intention, il faut compléter par une TO à la recherche d'une régurgitation aortique. Lorsque c'est le scanner qui est réalisé le TO qui est réalisé en première intention, il faut compléter par un scanner pour rechercher l'implication des autres vaisseaux et pour faire le diagnostic différentiel avec les autres entités du syndrome aortique aigu. Malgré sa sensibilité la plus élevée, l'IRM est réalisé chez un très petit nombre de patients vu qu'elle est peu disponible et qu'elle n'est pas réalisable chez les patients instables. L'angiographie n'est plus indiquée pour le diagnostic de la dissection aortique. Étant donné les faux négatifs de l'ETO et le scanner qui sont encore considérables, devant un test initial qui est négatif, il faut absolument compléter par un autre test diagnostique lorsque on suspecte fortement une dissection aortique. Alors, pour récapituler un petit peu tout ça, devant un patient présentant chez qui on suspecte une dissection aortique, on va raisonner en fonction de la stabilité du patient. Chez les patients instables, on va procéder directement à la réalisation d'une ETT avec une ETO ou un scanner, alors que chez les patients instables, on va raisonner en fonction d'un score appelé brièvement l'ADD Risk Score, qui est d'ailleurs recommandé par les 2 sociétés européennes et américaines de cardiologie. Il se base sur des éléments de prédisposition, des signes fonctionnels et des signes physiques, et puis on compte un point pour chaque colonne. Lorsque le score est inférieur ou égal à 1, on doit compléter par un dosage des dédimères, une ETT et une radiographie thoracique. Si les tests sont négatifs, on peut éliminer le diagnostic de dissection aortique et devant un test qui est positif, on complète par des tests d'imagerie plus spécifiques, à savoir le TO et le scanner. Et lorsque la DD Risk Score est supérieur strictement à 1, il faut passer directement à une ETT et puis un scanner, une TO, voire une IRM.
La dissection aortique, c'est une urgence parce qu'elle peut se compliquer d'une rupture aortique qui est la cause de mortalité la plus fréquente, d'un hémopéricarde, voire une tamponnade qui sont associées à un dédoublement de la mortalité, une régurgitation de la valve aortique, puis une insuffisance cardiaque congestive, une hypotension, voire un état de choc, un syndrome de malperfusion, une insuffisance rénale, un IDM, un épanchement pleural et plus rarement une compression de l'artère pulmonaire ou une fistule aortopulmonaire. Devant tout syndrome aortique aigu, la première étape, c'est le traitement médical qui a comme objectif de diminuer la douleur et la tension artérielle. Et l'objectif, c'est de diminuer la pression au niveau de la paroi aortique et diminuer la pression au niveau de la fosse lumière, et ceci en diminuant la fréquence cardiaque au-dessous de 70 battements par minute et la pression artérielle systolique au-dessous de 120 mm de mercure. Une analyse du registre international de dissection aortique a objectivé que les bêta-bloquants étaient associés à une amélioration de la survie dans le type A et les inhibiteurs calciques sont associés à une amélioration de la survie dans le type B. Une prise en charge chirurgicale précoce reste la pierre angulaire de la dissection aortique de type A vu le risque de complications mortelles. Ceci a été démontré dans une étude. En effet, les patients ayant reçu un traitement médical uniquement ont eu une mortalité de 50% après 2 semaines d'évolution et la mortalité était de 20% chez les patients ayant reçu un traitement chirurgical. Concernant la dissection aortique de type B non compliquée, malgré l'intérêt suscité par le traitement endovasculaire et sa supériorité en termes de survie par rapport au traitement médical, il faut tenir compte du coût de la procédure et de ses éventuelles complications. Il existe certains facteurs qui permettent de prédire le risque d'évolution anévrismale et d'intervention tardive, notamment un diamètre plus de 40 mm, une fausse lumière de plus de 22 mm ou une déchirure initiale de plus de 10 mm. Donc, en conclusion, devant une dissection aortique de type B non compliquée, il faut rechercher ces facteurs de haut risque. Dans ce cas, s'ils sont présents, le traitement endovasculaire pourrait être considéré. S'ils sont absents, on se contente d'un traitement médical. Alors, le terme compliqué signifie la présence d'une malperfusion, d'une rupture aortique, un hématome périaortique, une évolution rapide de l'hématome, une douleur persistante ou récurrente. Dans ce cas, le traitement endovasculaire est indiqué, alors que le traitement chirurgical pourrait être considéré. Devant une dissection aortique compliquée de malperfusion, la tendance actuelle est de réaliser une fenestration par un ballonnet, puis mise en place d'une endoprothèse vasculaire. Cette technique permet de stabiliser le patient, ce qui permet une réparation chirurgicale avec des chances de succès accrues. Passons ensuite à l'hématome intramural aortique, qui est la deuxième entité du syndrome aortique aigu, représentant 6 à 20% des cas. Historiquement, l'hématome intramural a été soupçonné d'être le résultat de la rupture des vases de Rome avec la formation d'un hématome au niveau de la paroi aortique, alors que la couche intimale reste intacte, mais actuellement, on a observé de nombreux cas avec des déchirures intimales. L'investigation de référence, c'est le scanner et l'IRM. Et l'IRM permet également de dater l'hématome grâce à l'intensité du signal et permet également de faire le diagnostic différentiel entre un hématome aigu et une fausse lumière qui est thrombosée. Devant un hématome intramural aigu, l'imagerie doit inclure une recherche minutieuse d'une déchirure intimale qui est observée dans de nombreux cas. L'hématome intramural peut se résoudre spontanément, rester stable ou évoluer vers un anévrisme, une dissection ou une rupture aortique. Dans une méta-analyse publiée en 2019 par The European Journal of Vascular Surgery, 12 études ont été regroupées à propos de l'IMH de type A mis sous traitement médical uniquement. La mortalité hospitalière était de 7%, alors que la mortalité à 30 jours était de 15%. Ceci peut être expliqué par le risque de progression de la maladie. Ainsi, les recommandations de l'ESC indiquent un traitement chirurgical pour les IMH de type A. L'évolution de l'IMH de type B est plus favorable en absence de complications. Un traitement médical est indiqué avec une surveillance radiologique rapprochée tous les 3 mois pendant la première année, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, puis annuellement. Cette modalité de surveillance pourrait être expliquée par le fait que la plupart des complications surviennent pendant les premiers 6 mois. En présence de complications, notamment la persistance de la douleur, une épaisseur de l'IMH qui dépasse les 10 mm ou un diamètre aortique qui dépasse les 50 mm, le traitement endovasculaire chirurgical pourrait être considéré. Passons ensuite à l'ulcère pénétrant aortique, qui est la troisième entité du syndrome aortique aigu, représentant 2 à 6% des cas. Ils sont fortement associés à la maladie athérosclérotique. C'est pour cela qu'ils sont fréquemment retrouvés chez les sujets âgés au niveau de l'aorte descendante. Les techniques d'imagerie de contraste comme le scanner et l'IRM ont la plus grande sensibilité diagnostique. Le traitement doit être le même que pour la dissection aortique. Certaines études ont démontré un taux d'évolution élevé avec nécessitant un traitement chirurgical, alors que d'autres études ont démontré un faible taux, des taux élevés de progression nécessitant un traitement chirurgical. Pour l'UPR de type A, le risque de complications mortelles est élevé. C'est pour ça que les recommandations, c'est pour cela que le traitement chirurgical pourrait être indiqué. Donc, pour les ulcères pénétrants de type B, en absence de complications, le traitement médical est indiqué avec une surveillance radiologique rapprochée. Et en présence de complications, le traitement endovasculaire et chirurgical pourrait être considéré.
Donc, le syndrome aortique aigu continue à entraîner une mortalité élevée malgré les progrès diagnostiques et thérapeutiques. La suspicion clinique et l'expertise du chirurgien continuent à être les principaux facteurs de risque de mortalité précoce. Le scanner l'IRM représente les examens clés pour le diagnostic. Le traitement médical représente la première étape de la prise en charge thérapeutique et l'avènement du traitement endovasculaire a ouvert de nouvelles perspectives dans la gestion du syndrome aortique aigu. Je vous remercie de votre attention.